Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux grandes gueules de ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver après quelques jours de pause justement liés à des obligations religieuses de nos compatriotes musulmans, mais aussi des frères chrétiens qui ont eu des moments de célébration il y a quelque temps. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver ce matin avec la même volonté, le même engouement, vous aider à comprendre l'actualité guinéenne telle qu'elle se coud au quotidien, telle qu'elle se fait tisser par des acteurs divers dont certains prennent la parole au quotidien chez nous, comme ce matin, Dr Faya Milimono, qui sera avec nous. De votre côté, vous pouvez décider d'être partie de cette émission, justement, écrivez-nous, donc d'être partie à cette émission, écrivez-nous, envoyez-nous votre opinion, vos avis seront très certainement relayés sur le cours de ce programme et c'est avec plaisir que Aïssa Toussané nous rejoindra sur le fil de l'émission pour rendre compte. Et au menu de ces grandes gueules de ce matin, nous y revenons. La fourniture d'électricité en République de Guinée s'est aggravée. Sans le bateau, nous nous posons la question des nouvelles perspectives de fourniture. Vous entendrez des informations justement inédites que des chroniqueurs ont glanées sur le sujet. Et puis ce risque d'implosion à l'Aîné. L'Aîné, c'est dans une localité de la forêt. Éleveurs et agriculteurs se crêpent le chignon. Dr Faya Milimono décide de rompre le silence. Il veut alerter, vous l'entendrez, sur ce sujet-là, mais aussi sur la question de la gouvernance de la transition. C'est une première, c'est un nouveau cri de cœur de Dr Faya Milimono, à peine inattendu, vous l'entendrez sur la transition guinéenne. Et puis la sécurité routière, on y revient. On a de cesse d'en parler. La RNE, en particulier Conakry-Kindia, fait des victimes. Cette semaine, elle a été particulièrement mortifère. Sans aucun communiqué du ministère de la Sécurité, on se pose la question. Qui nous gouverne? Qui gouverne nos routes? Vous entendrez les chroniqueurs sur le sujet. Et puis cette préoccupation des grandes gueules, trop d'arrêts de cours qui risquent d'avoir une incidence sur la qualité, si vous voulez, les performances scolaires de cette année. Jacques Léo-Aleno ouvre le débat ce matin. Vous pouvez donc débattre chez vous, dans votre grain, dans votre petit café, au salon de votre maison ou au travail. Dites-nous ce que vous en pensez et nous le relayerons à l'antenne. Jacques est avec nous ce matin. Bonjour Jacques Léo-Aleno. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Djiba Milimono, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. La question, c'est plus que quelques jours oui, tout pour à la fait. fin de la période ascétique. Ascétique, tout à fait. Oui, nous sommes même à disons, environ une semaine, et 10 jours comme ça. Et voilà, les préparatifs, on est en train de mettre comme on les grandes gueules. Nous croisons les doigts. Très bien. Et donc, on attendra l'invitation pour manger l'agneau. Oui, bon. Tout à fait. D'accord. Et l'agneau, souvent, il le réserve à la tabaski. Sinon, c'est pas mauvais, d'en faire et puis d'inviter des amis. Et nous, j'ai entendu certains dire, vous avez fait Pâques, vous ne nous avez pas invités, donc au Ramadan, vous ne serez pas là. Mais on ne vous a pas invité parce que vous étiez à jeûne, rien d'autre. Oui. Non, demain, voilà. Demain, on va vous inviter. Ah, très bien. On va vous inviter demain. Mais tu sais, Djiba, nous, on est des gens ouverts. Oui. Donc, quand on nous invite, qui sommes-nous pour dire non? Non. Et nous, ce qu'on va faire, on va demander à madame, la sauce est au feu, l'affaire est au feu, elle va dire oui, mais augmente de l'eau. Pour ne pas que les étrangers touchent. Très bien. Et donc, de votre côté, en tout cas, bonne fête par anticipation. Jacques, on y revient avec vous à ce sujet. C'est une actualité prégnante. Tous les Guinéens la vivent. Même si l'on doit justement se redire sur le sujet, la fourniture d'électricité est très piètre et à ce communiqué de EDG, de l'électricité de Guinée, si vous n'êtes pas de Guinée, qui n'annonce pas de bonnes nouvelles. Certainement, la solution, c'est pour la période des pluies.
Oui, alors il y a eu plusieurs communications la dernière semaine, donc la semaine dernière, et qui nous laissent finalement comprendre ce qui se passe. Il y en a qui avaient de l'espoir que dans quelques semaines les choses vont s'arranger, ou dans un mois tout au moins qu'ils auraient oublié avec ce qui se passe actuellement. Il y a donc des discours qui viennent, si vous voulez, appuyer les réalités. Parce qu'il y a des réalités, il y a le constat. Lorsque ça a commencé, c'était des coupures intempestives, parfois les nuits, parfois aussi les jours. Et puis on est venu finalement à décider au lendemain de l'explosion du dépôt de carburant à assurer une fourniture plutôt de la moitié jour, c'est-à-dire de 18h jusqu'au petit matin, ou de 17h. En tout cas, le discours disait 17h. Mais après la canne, on n'a plus respecté ça. On est toujours placé à 18h. Donc pour certains, c'est à 19h. Et quelque temps après, EDG a commencé à faire des communications. Des communications qui disaient, bon, en raison de l'explosion du dépôt de carburant et puis de l'étiage au niveau des barrages, certains quartiers, donc on les liste, pourraient connaître une rupture d'électricité de 17h jusqu'à minuit. Et souvent, ça arrive, même souvent, puisqu'on disait probablement, il y a des moments aussi où ça n'arrive pas. Donc il y a certains quartiers où on dit, bon, aujourd'hui, à partir de 17h à minuit, vous n'aurez pas de l'électricité. Après, ils ont de l'électricité. Ceux qu'on ne cite pas, et ils se retrouvent dans la galère. Donc il y a beaucoup de quartiers comme ça qui sont tombés dans cette situation. Maintenant, ces derniers temps, c'est que c'est bien plus grave, puisque au lieu de 17h, on est carrément remonté à 19h et 20h. C'est entre 19h et 20h que l'électricité arrive dans la majorité des quartiers du Grand Conakry. Hier, c'est chez nous, c'est venu à 20h ou 21h. C'est à 20h. Disons à 21h moins. Oui. 21h moins, parce que nous sommes dans la même zone. On n'a pas les mêmes lignes, mais on est dans la même zone. Souvent, vous recevez quelques minutes avant et puis nous recevons après, ou alors c'est le contraire. Donc dès que c'est venu, tout le monde suit, parce que les enfants ont repris justement avec les cris qu'on faisait en 2007-2008. TFA, donc ça commence à revenir dans les quartiers. Alors, ces derniers temps, il y a eu quand même les discours. Puisque... Non, bon, c'est les voix des enfants qui vont fort. Les grands, ils n'osent pas crier, ils disent, ah, c'est venu. Il est sûr que c'est les voix des enfants. Non, mais je te dis. C'est seulement les enfants. Les personnes âgées, ils disent, ne crient pas, mais sprintent. Voilà. Dès que ça vient, mais les enfants, ils crient. On se précipite pour brancher les trucs, et puis voilà. Moi, quand même, bon, faut que je réapprenne, parce que, bon, maintenant, j'ai un enfant, donc je m'inquiète de son éducation. Sinon, moi, quand ça vient, je dis, ouais, TFA. Moi, je dis la même chose. Je fais la même chose que les enfants. Alors, il y a quand même 3 discours Tamba. Le premier, c'est celui du PM. Et si vous voulez, un discours qui a évolué seulement en quelques jours, hein, parce que dans un premier temps, il sort, il dit, on est en train de négocier le bateau. On va avoir le bateau, c'est la solution qui est privilégiée pour finir avec ces délestages. Quelques jours après, il revient devant les journalistes guinéens, puisque le premier discours, c'était chez nos confrères de RFI. Le second discours, c'était devant la presse nationale. Et là, il dit, le bateau, ça coûte cher. Alors là, lui, il a évolué très vite dans son discours. Le second discours, c'est celui de EDG, donc c'est dans ce communiqué où on dit clairement que la situation actuelle pourrait demeurer jusqu'à la période des grandes pluies, disons la saison des pluies. Donc, de toutes les façons, on a désormais une idée bien précise de ce qui nous attend. Et le ministre porte-parole du gouvernement, qui parle plutôt de propagande, il dit ceux qui ont parlé des bateaux ont fait de la propagande. Mais c'est vrai, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attention. Ousmane Gawal. Il dit ça à qui? Mais sans surprise. Non, parce que s'il dit propagande, peut-être il s'adresse à son premier ministre. C'est celui qui nous a dit ça. C'est pas nous. Non, je pense qu'il pensait en réalité aux promoteurs du projet. Mais comment penser quand tu l'écoutes bien, tu te rends compte qu'il voulait saquer un peu les promoteurs du projet. Mais là, il n'a pas été qui n'ont aucun accord réellement formel avec l'État, mais qui ont quand même osé faire des annonces, notamment les 18 fameux jours et ainsi de suite. Je pensais à tu peux penser comme ça. Non, mais écoutez, c'est vrai, c'est vrai qu'on le connaît, mais je pense pas qu'il peut, quand il porte la parole gouvernementale, s'attaquer comme ça à son PM.
Ah non, s'il fait ça, je veux dire, s'il fait ça, Mara. La dissolution là, il sait faire ça en rôle. Mara. Les grandes gueules. Qui a été le premier à parler du bateau? C'est le PM, c'est pas les investisseurs. Et ils sont venus après pour parler, puisque le Premier ministre a dit. C'est quand même une voix officielle. C'est le premier responsable du gouvernement de notre pays qui l'a dit. Les autres sont venus derrière. Mieux. Les autres sont venus derrière pour nous donner les détails. Les négociations ont été engagées et j'apprends que l'option n'est toujours pas écartée. Donc s'il parle de propagande, moi je ne vois que le Premier ministre à l'origine de cette propagande. Et en ce moment, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, ils ne peuvent pas, si vous voulez, arranger leur discours lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en capacité de satisfaire à la demande sociale. Et donc, pour Jacques, je te laisse continuer. Oui. On a quand même eu l'adjoint de caporalship ici à l'antenne qui a reconnu qu'effectivement ils avaient été approchés et qu'il ne restait que de l'engagement financier. L'engagement financier dont l'État guinéen devait s'acquitter. Oui. C'était la seule condition. Donc on ne peut pas parler de... Mais bon, c'est Ousmane Gawal. Gawal est en train de vous dire que cet engagement financier ne peut pas être tenu parce qu'il n'y a rien. Ils n'ont pas parce que tout a été pompé. Voilà, c'est ça. Il voulait simplement vous dire. Comprenez bien. En gros, donc, l'opinion doit comprendre qu'il n'y aura pas d'électricité tant que les pluies ne viennent pas. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de solution à l'interne, il n'y a aucune possibilité pour eux de manœuvrer pour trouver de l'argent et faire fonctionner les centrales thermiques du côté de Conakry. Et ça, pour moi, c'est une incapacité notoire de la part d'un État qui n'arrive pas, je ne dis pas à éliminer complètement la crise, mais tout au moins à l'amoindrir, en faisant en sorte que le temps de fourniture s'augmente. Au lieu de 17 heures, peut-être qu'on puisse remonter jusqu'à midi. Ou alors, si on n'a vraiment pas cette possibilité, qu'on maintienne quand même les 17 heures dont on a parlé au départ. Mais aujourd'hui, on n'est même plus en mesure de respecter les 17 heures. Disons, des 17 heures au matin. On est en train d'aller progressivement vers minuit. C'est ce qui risque d'arriver. Très bien. Sur le constat, les citoyens peuvent donc le dire. Nous sommes progressivement en train de revenir à 2010 et même aux années antérieures sur la question de l'électricité, malgré plusieurs milliers de milliards de francs guinéens qui ont été investis. Et l'explosion sur Kaloum 5 n'arrange pas non plus les choses, Djiba Milimouno. Oui, l'explosion de Kaloum 5 n'arrange pas les choses puisque nous apprenons qu'on a perdu un groupe à Tombo 5. Il faut rappeler que on avait mené des recherches les grandes gueules, les capacités installées, mais aussi actuellement les capacités existantes. Et Kaloum 5 était à 32 MW de capacité installée. Aujourd'hui, c'est 18 MW. Et j'apprends qu'on a perdu un groupe de 10 MW avec cet incendie-là. Il en reste 8. 8. Il en reste 8. On a perdu 10 MW au moment où on est... C'est le besoin de Zérékoré. De Zérékoré, voilà. Parce que Zérékoré, c'est 11, on avait donné du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas de la poisse. À mon avis, il faut investir. Je pense qu'il faut faire des investigations. Franchement, façon de parler. Parce que dans la même nuit, il y a un emballement d'abord de la haute tension qui quitte du côté de Manéa et qui a eu un problème. Ils sont revenus, nous environ vers 0h, le courant est parti pour revenir aux environs de 2h du matin. Ensuite, au même moment, on nous apprend qu'au niveau de Tombo 5, qu'il y a un emballement avec sur la ligne, on a perdu un groupe de 10 MW. Donc vous perdez 10 MW au moment où d'abord les centrales thermiques, c'est au moins, disons 20% de la capacité énergétique du pays. Et qu'on a créé la demande qui est autour de 150 MW aujourd'hui, puisque c'est ça le besoin à date. Nous perdons 10 MW. Pendant qu'on parle de la baisse de la capacité de production. Mais moi, ce qui quand même m'étonne, c'était la sortie du ministre de l'Énergie. On l'a quand même écouté, il s'est voulu rassurant, parce qu'il a dit, il est temps de dire la vérité au peuple de Guinée. Il faut dire la vérité au peuple de Guinée pour leur dire, voilà la situation telle qu'elle est. Et maintenant, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que dans la même communication, on est face à une situation d'aveu d'échec et d'impuissance. Et quand on est un État, on ne doit pas montrer une telle image. On a toujours quelque chose à porter de main, une solution à court terme. Normalement, la solution aujourd'hui à court terme, c'est de dire, est-ce qu'on va continuer avec ce tour traditionnel? Il a dit, aujourd'hui, le courant revient. C'est comme si on était en 99. Les gens crient dans les quartiers. Mais Djiba, tu le sais, je pense que un des mérites de Aboubacar Camara, ce sera de dire aux Guinéens ce qui est. C'est même un principe en communication. En communication, de dire la vérité. Dites vrai.
même si vous avez toujours une petite solution à proposer derrière. Aujourd'hui, la solution, si vous lisez entre les lignes, c'est de dire, Jacques l'a dit, il faut attendre les grandes pluies. Il faut attendre les grandes pluies. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'apprends qu'il y a une équipe qui a quitté Conakry il y a quelques jours, qui s'est rendue du côté du Sénégal, et que le Sénégal serait prêt à nous donner 100 MW dans le projet d'interconnexion. Donc, ils se sont déplacés, je crois, le week-end. Et les négociations en cours du côté du Sénégal, ils seraient ouverts à l'idée de nous donner de l'énergie pour pouvoir compenser un peu le déficit avant la saison hivernale. Alors, est-ce qu'on va être dans le temps? C'est la question qu'il faut se poser. Mais qui peuvent disponibiliser environ 100 MW du côté du Sénégal avec le projet d'interconnexion. 100 MW. 100 MW on me parlait de moins. 100 MW beaucoup moins. Bon, à un moment, c'était ça la communication, mais ça va baisser parce que même la Côte d'Ivoire qui revend l'électricité et aujourd'hui annonce plutôt pouvoir nous céder jusqu'à 25 MW. Je ne sais pas où le Sénégal va prendre quand même 100 MW de capacité. C'est l'annonce qui a été faite. Parce que relativement court. N'oubliez pas qu'eux, aujourd'hui, ils ont quand même la chance d'avoir des bateaux. Le gaz et tout. Aujourd'hui, il y a le gaz. Donc, ils sont en train d'aller vers la transition énergétique. Donc, ils ont beaucoup investi dans le solaire. Dans le solaire. C'est vrai que ça prend de l'espace, mais c'est moins coûteux comparé aux centrales thermiques et tout. Donc, le Sénégal est disposé à nous donner de l'énergie. Il y a une équipe qui est déjà sur le terrain. Ça peut être une option. Une option pour minimiser les coûts parce que on est dans une situation où les ressources se font rares. Dans la communication du Premier ministre, c'est ce qu'il faut retenir. Nous avons envie d'envoyer un bateau, nous avons envie de faire ceci ou cela, mais c'est coûteux. Ce sont des options en étude. Pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle pour dire voilà l'option qu'on a retenue. Mais quoi qu'il en soit, c'est de voir un peu la dégradation. La dégradation en un temps record ces derniers mois. J'ai vu hier sur la page du président Alpha Condé une communication du ministre Talibé Silla à l'époque. Alors, qui a fait quand même l'historique des investissements qui ont été faits et les capacités, c'est-à-dire par rapport au projet d'interconnexion et tout. Mais ce que je ne comprends pas dans la communication, quand il s'agissait de la réalisation de Swapiti. Swapiti, c'était 515 MW. Mais ils ont constaté qu'on allait toucher environ 60 000 familles, ménages. Donc le président a dit non, on ne peut pas, ça va être une calamité. Donc il faut faire une autre étude pour pouvoir baisser. Peut-être que la capacité, c'est de 515, on est revenu à 450 MW pour toucher environ 15 000 ménages. Donc les 450 MW, dans la réalisation du barrage et dans sa communication, il dit que la hauteur du barrage devait être 175 mètres. C'est-à-dire que plus c'est haut, plus on a quand même une étendue d'eau, une capacité à stocker. Donc l'étendue du barrage, la hauteur c'était 175 mètres. Il dit que la saison qui allait suivre, parce que cette communication c'est fin 2020, il dit que la saison qui allait suivre, que l'État pouvait stocker jusqu'à 1 milliard de mètres cubes d'eau. 1 milliard de mètres cubes d'eau. Et donc, les 1 milliard de mètres cubes d'eau, que Swapiti allait être pour Kalita une source d'eau. Parce que Kalita est en aval, Swapiti est en amont. Donc 1 milliard de mètres cubes d'eau de stockage, que c'est ce qui allait ruisseler sur Kalita pour permettre à Kalita de continuer à fonctionner. C'était ça en fait la stratégie, la dynamique qui a été construite. Sauf que dans cette communication, sur 1 milliard de mètres cubes d'eau, tenez-vous bien, on a écouté le ministre Aboubacar Camara qui disait que le niveau de l'eau a baissé. Et nous tous, on est conscients de cela. Et c'est une vérité. Il y a 2 semaines, et on était à quoi sur le potentiel d'énergie à pouvoir produire, on avoisinait les 40%. Il y a 2 semaines. Justement. Donc certainement beaucoup moins aujourd'hui. Beaucoup moins aujourd'hui, parce que demain, si c'est la fête, le courant on l'aura dans la journée. Mais ça veut dire que on l'espère, je vais dire. Non, on l'espère, on l'espère. Là, on est aujourd'hui là. On l'espère. On l'espère. Dire s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Voilà. S'il plaît à Dieu, parce que ça aussi, la communication se dit, si on le fait, on va pomper de l'eau. Ça plaît à Dieu. Justement. Dieu nous a tout donné pour que ça marche. Mais si ça plaît au CNRD. Maintenant, plus loin, 1 milliard de mètres cubes d'eau. Un pays qui ne fait pas ce qui plaît à Dieu. Capacité, donc laisse-nous dire s'il plaît à Dieu. Capacité de stockage Tamba, 1 milliard de mètres cubes d'eau. Maintenant, tout le barrage, le volume total, était de 6 milliards de mètres cubes. D'accord. La communication en 2020. De 2020 à 2024. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une deuxième chose.
c'est quand même, il faut rappeler quand même qu'Alpha Condé, quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements parce que si vous prenez un peu l'historique, vous constatez tout de suite que sur les années qui se sont succédées, il y a eu quand même des réalisations comparativement aux années antérieures. Par exemple, sous Sékou Touré, le premier régime, le tout, c'est-à-dire on prend le thermique, on prend les barrages hydroélectriques, c'est-à-dire King Kong, vous prenez Tenkiso du côté d'Abola là-bas, vous prenez les grandes chutes, l'extension du barrage des grandes chutes, avec le thermique ici à Conakry, le tout faisait 65 MW. Mais à l'époque, la population, la demande était, disons, moins forte par rapport à aujourd'hui. Vous prenez par exemple le régime Lansana, c'est-à-dire de 84 à 2008, on était aux environs de 69 MW. C'est-à-dire le deuxième régime. C'est-à-dire on combine le thermique plus les barrages hydroélectriques. Par exemple, le Garafiri a été réalisé à l'époque. Maintenant, maintenant, les deux régimes combinés, toujours dans cette communication, les deux régimes, c'est-à-dire Sékou Touré et Lansana Conté, à l'avènement du professeur Alpha Condé, on avait au total 235 MW pour les deux régimes. Sauf qu'entre-temps, de 2010 à maintenant, le besoin actuel, j'apprends, c'est autour de 13% en termes d'électricité par an. 13%. Donc 13% de besoin, comparé aujourd'hui à la capacité disponible et à l'investissement qui est en train d'être fait, ça veut dire que si on ne fait pas ce qu'on appelle cette transition énergétique, dans 5 ans, nous risquons de ne plus pratiquement avoir de l'électricité. Là, tu fais en fait ce qui manque à nos gouvernants, enfin ce qu'ils n'aiment pas faire, la prospective. C'est d'observer ce qui se passe aujourd'hui et prédire ce qui pourrait être demain sur la base on se limite à la gestion conjoncturelle. Avant, parce que ce sont des aspects qu'on va aborder tout à l'heure, mais je veux quand même poser cette question. Quand vous avez mis autant d'argent dans un tel projet, le CNRD est là depuis 2021, est-ce qu'il y a eu un audit? Je ne parle pas d'audit financier, je parle d'audit matériel sur la réalisation de ces grands projets-là, pour savoir si ce qui a été prévu, parce que c'est cela l'audit, conformité entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé, entre les normes et la réalité. Est-ce qu'on a pu accéder à un audit sur l'infrastructure pour nous dire, oui, qu'à l'État, soit pitié, c'est aux normes de ce qui avait été convenu sur la base des projets et des études, et donc ça va tenir la route, parce que finalement, on ne sait pas qui est responsable de quoi. Cheikh Talibi, s'il peut dire ce qu'il veut, il ne sera jamais responsable de quoi que ce soit, et le Guinéen reste le bec dans l'eau. Lui, il nous avait déjà dit que c'était les sorciers de Kaléa. Il y a eu des enquêtes à l'époque qu'on avait commencé à mener. Je crois qu'il y a même une entité internationale, c'est le nom de la structure, j'oublie, avec les catastrophes, les habitants, parce que les gens ont perdu des terres, ils ont beaucoup perdu. Il y a eu aussi des détournements, ça il faut le rappeler. Maintenant, le régime actuel, ils sont venus, ils ont trouvé le problème. Vous vous souvenez, les travailleurs à l'époque du projet Swapiti avaient fait un mémorandum pour attirer l'attention du président Doumbouya, le général, par rapport à la situation des deux barrages. Mais sauf qu'à date, on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir faire quand même une phase d'audit, faire un diagnostic, comme tu l'as dit, pour comprendre ce qu'on a trouvé et ce on a été prévu et qu'on en a termes financé. de planification qu'on a financé, c'est quoi la situation. Et en fonction de cette étude stratégique-là, ça va permettre à l'État de se projeter et de pouvoir rectifier certaines choses. Je ne sais pas si c'est fait à date, peut-être c'est en train d'être fait. Et Aboubacar Kamara, quand même, on sait que c'est un homme qui, quand même, intellectuellement, on sait qu'il a cette capacité à se surpasser. Peut-être que ça va irradier sur tout le monde. C'est la grosse question que je me pose. Maintenant, pour finir rapidement, parce que j'ai écouté Ousmane Gawal qui disait que l'État achète le kilowattheure autour de 1600 francs et le revend à 400 francs aux consommateurs. C'est ce qu'il a dit, oui. C'est-à-dire que l'État achète le kilowattheure autour de 1600 francs et le revend à 400 aux consommateurs. Sur chaque kilowattheure consommé, on perd 1200 francs. C'est les chiffres de Gawal. Hein. Ce sont ces chiffres qui donnent. Mais sauf que dans le rapport... Ils n'ont rien à voir justement avec le rapport. Dans le rapport, je vais vous donner les chiffres qui se trouvent dans... Sur 2300 prix d'achat et 1300 C'est ça le rapport. Le coût moyen de production d'un kilowattheure s'élève à 2300 francs,
tandis que le tarif de vente moyen est de 1300 francs. Cette différence engendre un déficit de 1000 francs. Contrairement à ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Bon, je me demande peut-être qui a mis ces chiffres à sa disposition, mais monsieur le ministre, officiellement, voici les chiffres à date. C'est-à-dire que si Gawal ne s'adressait pas à l'opinion, je pense qu'on n'en tomberait pas malade. Oui, tout à fait. Je pense qu'il peut se taire davantage. Vous se rapprochez même du ministre de l'énergie qui a les bons chiffres à sa disposition, mais aussi de EDG. Oui, parce que là, c'est une invention. Certainement qu'on lui pose la question et sur le champ, il dit, bon, Gawal, petite magie, comment on peut... Quelle réponse? Son petit esprit, je finis par dire 1600, mais 400. Je finis par dire ceci, c'est beaucoup d'argent englouti dans ce secteur. J'ai l'impression qu'on le fait parce qu'il y a des personnes qui profitent de la situation. Imaginez, ne serait-ce que pour 2024, l'État va débourser 3 000 milliards de francs guinéens et ça... 4 000. J'ai ici la loi des finances sous les yeux. Voilà, donc il va revenir dessus, 4 000. Ça, c'est pour l'achat, les contrats d'achat d'énergie. En fait, c'est pour l'exploitation. C'est tout. C'est tout. Vous comprenez, non? Ça, c'est ce que ça va coûter. C'est pas pour investir, mais c'est que pour exploiter. C'est-à-dire, j'achète Tepawa et puis les 2 barrages et ensuite le combustible. C'est de l'argent à se distribuer. Et pour finir, EDG, en même temps, EDG, la subvention pour 2024, on est autour de 2 000 milliards. Ça, c'est la subvention accordée à EDG. Et vous avez vu un peu le gap. EDG, quand même, il faut reconnaître, est une société qui va en perte. Qui va en perte parce que notre clientèle, Jacques le disait, c'est autour de Conakry, ne serait-ce que Conakry, c'est 600 000 abonnés. 600 000, le Grand Conakry. Le Grand Conakry, c'est 600 000 abonnés. Vous regardez les statistiques en termes de démographie, 600 000 par rapport aux millions d'habitants. Et puis sur les 600 000, j'apprends que c'est environ les 30% qui s'acquittent régulièrement, les autres sont... Ça aussi, ce n'est pas vrai. 600 000, regarde, quand tu prends 600 000 abonnés, tu prends en moyenne 5 personnes par ménage, tu es à 3 millions d'habitants. Voilà, donc... En réalité, et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas peu. C'est pas peu. Ce n'est pas peu. Mais déjà, mais c'est pas l'abonnement, c'est pas les individus, c'est pas là-bas. C'est les ménages. Ça, c'est les ménages. Et le ce n'est même pas là-bas le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent des industriels. Parce que conséquemment, c'est là-bas que l'argent rentre. Les gars, il faut que tu le saches. Tout le monde paye à EDG. Oui. Voilà. Je vais vous dire, tout le monde paye. D'une autre, on paye tous. La vraie question, où va l'argent? C'est justement quels sont les chemins que prennent l'argent qui est payé à EDG. Sans oublier que l'État subventionne à hauteur de 2 000 milliards de francs guinéens et les dépenses de transfert, c'est les 70% de cet argent-là. Donc je pense que cette société, à mon avis, je rejoins l'ancien ministre de la coopération, il faut privatiser EDG. Mais je suis contre la privatisation de la production. Mais tout ce qui est commercialisation, transport et distribution, aujourd'hui, il faut aller vers la privatisation. Ça permet aux Guinéens d'avoir l'électricité. La nature nous a tout donné. La nature nous a tout donné. Privatiser quoi? C'est un décret qui crée EDG. Non, tu sais, quand tu appelles un privé, tu lui dis de reprendre un secteur. En fait, c'est pas de la privatisation. Voilà. Certainement, on peut organiser une régie. Peut-être une gestion par régie. C'est une régie. Voilà. On confie par exemple on confie à un privé qui gère. C'est du patrimoine de l'État, mais l'exploitation est confiée à on privatise la gestion. La gestion, je pense que ça, on peut le faire parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer. Soit par régie ou par délégation, je ne sais pas quel modèle va fonctionner à ce niveau. Par régie, c'est mieux. Les Marocains se sont cassés les dents en Guinée. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on est en train de parler. En fait, c'est un serpent de mer. Vous emmenez les étrangers. Tu te rappelles l'équipe Assou de Maroc, comment ça s'appelait la société de Veolia. Vous vous rappelez déjà tout ce qu'on a fait vivre aux Marocains avec Veolia. Ils ont sabordé de l'intérieur tous les efforts. Tous les process mis en place, ils les ont violés systématiquement. C'est là le problème. Ces gens-là avaient fait l'analyse chaude de EDG. C'est vrai. C'est-à-dire sur les ressources humaines, sur sa capacité technique, tout. Ils ont pris les rapports. C'est un diagnostic organisationnel. Donc complet. Sur tout ce qu'il y a. Voilà, mais j'avais vu ce rapport. Ce rapport-là, et même ça avait été utilisé par la boîte pour essayer de faire une stratégie de communication dans le cadre de la publicité. Mais malheureusement, il n'y a plus de traçabilité. Même la France aujourd'hui, 30% de sa capacité énergétique, ce sont les énergies renouvelables. Ils sont en train de mettre en avant les centrales, l'éolienne, le solaire et tout. Nous, jusqu'à présent, on injecte des milliards dans le thermique qui coûte
et les barrages hydroélectriques. Nous avons la Haute-Guinée. On peut réaliser là-bas. Non, partout. Partout. Je vais te dire partout. Les centrales, le soleil aujourd'hui. Prenez la Basse-Côte aujourd'hui. La Basse-Côte est en train de devenir une des régions les plus chaudes. Vous prenez Bokeh, vous prenez Sangaredi, vous prenez Gawal, vous prenez Koundara. J'ai regardé la météo, les prévisions météorologiques. Eh bien, nous avons du soleil et il faudrait s'en servir. Daouda Mohamed Kamara, Diba a lâché quelque chose qui est peut-être passé très vite, mais j'aimerais qu'on y revienne. C'est l'avenir de ces barrages. Il parlait de... À l'heure où nous parlons, rapidement, oui. À l'heure où nous parlons, tu as, voici ce que indique la météo, 29 degrés. À l'heure où nous parlons. Ça, c'est Conakry. Attends, ça c'est à l'ombre. Et le ressenti, c'est combien? Je le regardais tout à l'heure. Le ressenti, c'est 32 degrés à l'heure où nous parlons. Voilà. Et hier, dans l'après-midi, on était à 37 en ressenti. J'ai vu du 41 et du 46 degrés. Mais oui. En Guinée ces dernières voilà. semaines. Quand l'abbé parfois pointe à 37 degrés, quand tu as 40 degrés à Kankan, tu as 42 à Séguili, 42 à Koundara, quand tu as 40, 41 à Bokeh, surtout en Basse-Côte où, comment on appelle ça, l'industrie minière est en train de nous décaper complètement l'environnement. Vous ne me direz pas que c'est l'énergie solaire. Les Maliens l'ont compris. Maintenant, vous avez vu, les populations sont en avant souvent sur nos États. Les populations ont préféré carrément se rier vers le solaire. Vers le solaire. Très bien. Daouda, la réflexion, c'est donc... Diba disait, si la tendance se maintient d'ici à 5 ans, avec cette agression de l'environnement, ce n'est pas exclu que nous n'ayons plus une seule goutte dans ces barrages d'ici à 5 ans. Justement, pour ceux qui connaissent mieux d'ailleurs le secteur, vous diront que 5 ans peuvent être encore très longs. Il y en a qui pensent que dans 2 ou 3 ans, on peut faire face à des difficultés vraiment qui peuvent avoir des effets très négatifs sur notre environnement. Mais ce qui reste clair, c'est là, cette question ou cette préoccupation, c'est pour des gouvernants qui se projettent. C'est pour les gouvernants qui ont des ambitions à long terme. Mais lorsque vous avez des gouvernants qui ne s'attaquent qu'à des effets, pour des solutions conjoncturelles, il va être difficile pour eux de se dire dans 5 ans, qu'est-ce que nous allons être? Dans 10 ans, qu'est-ce que les choses vont être? Aujourd'hui, on s'attarde sur la question d'abonnés à Conakry, ou dans le Grand Conakry avec 600 000 abonnés. Et c'est là, on pense que c'est minime par rapport à la population, mais c'est aussi sans tenir compte de ce qui constitue les ménages dans le Grand Conakry. Parce qu'aujourd'hui, on a des ménages qui sont parfois à 30 personnes, qui sont parfois à 20, 25 personnes. Et est-ce que vous allez mettre tout cela en harmonie pour dire que nous avons 2 millions de citoyens à Conakry et ça doit être la même chose? Aujourd'hui, on se rappelle encore, et avec la politique de la sous-région, ou même de toute l'Afrique, de l'Union africaine, avec la mise en place de cette politique d'énergie renouvelable, où à un moment donné, notre président Alpha Condé a été, je crois, l'ambassadeur de cette campagne, de cette politique. Et à l'époque, il avait... C'était pour l'Afrique. Hein. C'était pour l'Afrique. Les énergies renouvelables. Et à l'époque, Alpha Condé avait eu la présidence pour aller vers les différents États. Comment conjuguer les efforts aujourd'hui pour aller à cela? Et à l'époque, je crois, c'était Madame Chantal Col qui le représentait dans les différentes rencontres à travers le continent. Maintenant, derrière, où en sommes-nous aujourd'hui avec cette politique d'énergie renouvelable? On a vu du côté de Kankan, il y a eu un essai. On va dire comme ça, un essai pour dire que le Chinois est mort entre-temps. C'était un Coréen. Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec cela? Je la pose comme question. Mais au-delà de cette question, est-ce que nous avons aujourd'hui les prédispositions à aller vers les énergies renouvelables en Guinée? Est-ce que désormais il s'agit de prédisposition? C'est une obligation? Non, l'obligation est sous-tendue par les prédispositions.
Si vous n'êtes pas dans les prédispositions, l'obligation viendra s'imposer à vous et vous ne saurez pas quoi faire, comment faire face aux obligations. Et donc, vous serez envahi par l'obligation, vous ne saurez rien faire. Mais aujourd'hui, nous peinons d'abord avec les barrages hydroélectriques que nous détenons, nous peinons avec les barrages, les centrales thermiques que nous avons. Parce que quand on vous soulève, par exemple, les cas de panne, les cas de panne qui prennent des années sans être réglés, et vous pensez qu'avec les centrales thermiques dont les pannes peuvent prendre 2 ans, 3 ans sans être réglées, comment pensez-vous qu'on puisse aller à des énergies renouvelables lorsqu'on n'a aucune infrastructure pour l'instant? Nous avons une infrastructure pour les centrales thermiques. On dit qu'il y a panne. Mais on n'entretient pas. On n'entretient pas. Parfois, il n'y a pas de lubrifiant. Il n'y a pas de lubrifiant. Il y a un échappement qui est gâté. Vous avez des vieux... Mais vous vous rendez compte? Vous avez des vieux techniciens qui, lorsqu'il manque par exemple d'argent, il va desserrer un gros blond quelque part pour dire qu'il faut qu'on achète ça. Donc il y a tout cela aujourd'hui qui constitue le problème. Daouda, c'est pas pour rien que vous savez ce qui se passe au palais. Tu as une grande cérémonie. Si tu n'as pas vu les techniciens du groupe électrogène, c'est en plein discours du président. Ils vont couper. Ça me rappelle un gars que je connais qui gérait la sono à l'église. Tu te rends compte, l'église. C'était une vraie cérémonie et il n'a pas eu à manger. Et il a éteint le feu. En pleine cérémonie. Et donc c'est ce qui se passe à EDG. C'est ce qui se passe. Et même lors de l'installation du ministre Camara, le courant est parti. Le courant dans la salle. Je t'assure. Parfois, tu as l'impression que ce ministre-là, que certains veulent le saboter. C'est l'impression que ça donne. Non, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est systémique, ça n'a rien à voir avec Aboubacar. Ce n'est pas tu prendrais le pape, tu le mettrais là-bas aujourd'hui. Ils vont lui faire la même chose. Ils le feront même pire parce qu'ils se diront, avec lui, on ne peut pas le président aujourd'hui, il y a des... Parce que tu ne lui as pas donné 50 000. Une cérémonie reprise à l'international, le président arrive, on éteint le groupe. Aujourd'hui, il y a des anciens qui ont vu naître des ministres qui viennent. C'est-à-dire, ils ont vu naître des ministres qui viennent, qui ont grandi pendant que eux, ils étaient encore techniciens et qui viennent ministres pendant qu'ils sont encore techniciens. Ça ne peut pas passer pour tous. On va te montrer que c'est nous qui sommes là. C'est nous qui sommes là. Donc, des problèmes peuvent être créés à ces niveaux. Mais nous sommes dans une résolution perpétuelle et de façon conjoncturelle de nos problèmes. Aujourd'hui, on nous dit, le Premier ministre a dit, ou le ministre ou le EDG a dit, allons à la conclusion, vous n'aurez le courant que avec les grandes pluies. Mais pendant ce temps, après les grandes pluies, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fera en perspective pour les années à venir? Est-ce que l'année en 2025 également, nous allons, à partir du mois de mars, nous allons encore nous mettre à attendre les grandes pluies pour avoir le courant, et c'est là 24 heures sur 24? Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut se poser, et tu as dit quelque chose de très important à l'arrivée du CNRD. Quel est le tableau qu'on a fait de l'électricité, du secteur de l'électricité en Guinée? Parce que c'est quand même un secteur qui a beaucoup plus avalé, je vais dire comme ça, de fonds que tout autre secteur. J'ai écouté le ministre la dernière fois chez certains de nos confrères, quand il rappelle que 20 à 25% du budget annuel de l'État va dans EDG. Dans le secteur, je vais dire. 20 à 25% du budget annuel de l'État va dans ça. Et pendant ce temps, nous manquons d'écoles, nous manquons d'hôpitaux, nous manquons ceci ou cela. En fait, je crois qu'on fait tout pour ne pas autonomiser EDG parce que ça devient une vache laitière. Et ce système d'investissement arrange un peu. Exactement. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller vers les énergies renouvelables. C'est moins coûteux. Et tant qu'on ne sort pas, parce qu'aujourd'hui, EDG, l'énergie, il n'y a rien qu'en dépense de transfert au niveau du secteur de l'énergie. L'énergie, dans sa globalité aujourd'hui, constitue une gangrène, je vais dire, le cancer. Ça constitue aujourd'hui le réel cancer de notre problème, de la situation en Guinée. Parce que il y a des morts, moindres manifestations pour l'électricité. Et cela est devenu comme un rythme qui enchante désormais.
quand il y a manifestation ici contre l'électricité, le manque d'électricité, on envoie le courant. La dernière fois, quelqu'un me disait, les gens étaient en train de prier. Le courant est parti. C'est des vieux qui ont dit, autorité Zoro, et femme courant n'a quoi si. Investissez la chaussée, ils vont envoyer le courant tout à l'heure. Ça, c'est les sages qui le disent. Parce qu'on a éduqué, on nous a inculqué cela. On dit non, dès que vous manquez de courant, investissez la chaussée, nous allons vous donner le courant. Et il y a cette doléance que je partage avec vous. Oui. Bonjour, pourquoi vous ne boycottez pas ce ministre de Gawal jusqu'à ne plus prononcer son nom dans vos importantes émissions? Aidez-nous à l'éviter. Ne nous faites pas subir le supplice de ces sorties médiatiques et de ces instruments de communication, de grâce, s'il vous plaît. Alors moi j'en ris, et il dit ce n'est nullement un sujet à la rigolade. Et donc il est vraiment très au sérieux. Non, après tout, c'est le ministre. Bon, le message il est passé, très cher auditeur. Voilà, c'est le ministre porte-parole du gouvernement. On ne peut pas parler des actions du gouvernement sans quand même parler du ministre porte-parole du gouvernement. Alors pour terminer rapidement, Tamba, moi je crois qu'aujourd'hui il faut, parce qu'on dit qu'on ne paye pas. On est d'accord, on va dire on est d'accord, on ne paye pas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on paye? Parce qu'aujourd'hui, on se contente de toujours dire l'État subventionne, l'État injecte beaucoup d'argent et ça ne se passe nulle part dans le monde entier. Ce n'est qu'en Guinée que ça se passe. Mais ce n'est aussi qu'en Guinée que les gens se contentent de ces subventions pour se faire plein les poches, pour construire par-ci par-là, pour devenir des gros opulents dans ce pays, et c'est là en un laps de temps, et on pense que c'est le citoyen lambda qui ne paye pas, et il consomme d'ailleurs combien? Aujourd'hui, on ne se projette pas sur les équipements qui envahissent nos maisons, on se préoccupe plutôt sur le nombre d'abonnés. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que moi je n'ai que 2 personnes chez moi que vous allez dire que non, ils ne sont que 2, donc le courant qu'ils consomment n'est pas ça. Aujourd'hui, vous avez des studios Aujourd'hui, vous avez des studios de rentrées couchées, comme on le dit chez nous, qui ont une machine à laver, qui ont une cuisinière, qui ont un congélateur, qui ont ceci ou cela. Mais lorsque vous prenez le petit carré, là, le petit studio, vous dites que non, c'est petit, il n'y a rien dedans, et ça ne consomme pas. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a aucune politique aujourd'hui. C'est hasardeux. C'est hasardeux. Donc il faut aujourd'hui sortir de tout cela pour aller, il faut objectiver les choses pour nous permettre de mieux consommer et de payer. Très bien. Et pendant ce temps, Mohamed Mara, EDG, a le ventre tout ouvert, tout béant, et il absorbe tout comme un cratère. Non, je dirais que EDG absorbe comme le séjour des morts. En réalité, vous savez, le séjour des morts ne le sera pas. Les grandes gueules. Il est très cool. Il continuera à engloutir jusqu'au jour où Dieu lui-même décidera de l'engloutir lui aussi. Mais EDG, malheureusement, la solution n'est pas à l'intérieur de EDG. La solution n'est pas à l'intérieur de EDG. Elle viendra de l'extérieur de EDG. Vous avez parlé de plaie tout à l'heure, quelqu'un d'autre a parlé de cancer. Tout ça, à mon avis, c'est pas faux. EDG, à mon avis, est devenu aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics s'en rendent compte, est devenu un facteur essentiel de déstabilisation du climat de paix dans le pays. Tant qu'ils ne se rendront pas compte que EDG est devenu un problème et qui peut être un élément déclencheur de quelque chose de plus grave, je pense qu'on ne trouvera pas la solution. Il suffit de se rappeler cette nuit de révolte généralisée dans toute la ville de Conakry pour s'en convaincre. Dans un État où vous avez des gens qui sont partis du pouvoir, qui cherchent à y revenir, ou aux frontières, à plusieurs frontières, vous avez des mouvements armés, ou à l'intérieur du pays, vous avez des routes qui sont souvent coupées par des bandits armés. Vous avez tout ceci et vous jouez avec la question cruciale de l'énergie. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec nos gouvernants pour ne pas comprendre le danger que cela représente? L'énergie est un facteur de développement. Il est tout aussi essentiel que les routes. Il ne faut pas l'oublier.
Et je dirais même que c'est un élément essentiel pour la croissance économique de notre pays. Il faut cesser de voir EDG et son corollaire, donc l'énergie électrique dans nos ménages, comme étant un problème insoluble. En réalité, c'est un moteur de croissance si l'État sait s'y faire. Parce que l'énergie, l'électricité, c'est pas un luxe, mais ce n'est pas gratuit. L'État le produit dans le but de le revendre. Il ne faut pas l'oublier, il faut jamais l'oublier. S'il y a de l'énergie, on peut fixer le prix de l'énergie, d'accord, et le revendre. Très bien. Mais en Guinée, on n'est pas en train de gérer le problème de manière très très rationnelle et très intelligente. Nous ne sommes pas en train de le gérer de manière rationnelle et intelligente. On va marquer une pause sur ces mots de Mara, on va se retrouver derrière et on poursuit cette émission ensemble, c'est dans quelques minutes.